Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la première conférence en ligne de la 10e semaine québécoise de l'orientation intitulée Faire le point sur sa situation professionnelle et rebondir. Donc, juste avant de commencer, j'aimerais prendre le temps de me présenter. Je m'appelle Sandra Chéry, je suis conseillère d'orientation. J'exerce en pratique privée. Je me spécialise surtout en valorisation de potentiel, c'est-à-dire que j'aide mes clients à être conscients de la valeur, de leur valeur et à vivre du succès dans leur situation professionnelle et à être plus épanouis dans ce qu'ils font. Donc, encore une fois, j'aimerais vous remercier, un grand merci pour votre présence, pour votre intérêt, pour votre participation à ce webinaire. Donc, la première chose que moi j'aurais souhaité savoir, c'est quelle est la raison qui vous a motivé à vouloir participer à ce webinaire. Donc, si vous pouvez prendre quelques minutes pour écrire la raison pour laquelle vous vouliez participer à ce webinaire-là. OK, donc il y a quelqu'un ici qui me dit que justement, il se pose des questions sur sa situation, puis il se demande si c'est quelque chose que on peut changer éventuellement. Très bien. Oui, effectivement, aujourd'hui, cette je vous propose cette conférence vraiment dans le but de réfléchir à votre situation. Donc, si justement vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle vous êtes plus ou moins satisfait, sûrement à la fin de cette conférence-là, vous aurez une petite idée de qu'est-ce qui ne va pas dans votre situation et vous aurez aussi des idées d'actions que vous pourrez mettre en place pour justement changer votre situation et rebondir. Si d'un autre côté, si tout va bien dans votre emploi, tant mieux, c'est une bonne chose, mais c'est toujours bien, je pense, de s'arrêter puis de faire le point justement pour comprendre pourquoi ça va bien dans qu'est-ce que je fais puis que je me sens bien, je me sens heureux. Alors, voilà ce que je vous propose. Donc, les prochaines 60 minutes, c'est ce qu'on va faire. Côté logistique, si vous avez des questions, je vous propose de les garder pour la fin pour la fin de la conférence. À ce moment-là, il y aura une période où je prendrai le temps de répondre à vos questions. Aussi, je tiens à préciser que cette conférence-là, elle est enregistrée et que vous recevrez l'enregistrement de cette conférence un peu plus tard dans votre boîte courriel. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? La conférence, elle est séparée en 5 grandes parties. Dans un premier temps, on va découvrir quelles sont les raisons pour lesquelles on devrait penser à changer d'emploi. Ensuite, on va s'attarder sur qu'est-ce qu'il faut changer dans un emploi. Quelles sont les étapes importantes à suivre lorsqu'on entame un tel changement et qu'est-ce qui empêche les personnes de passer à l'action? Quels sont les obstacles? Et à la fin, on terminera avec des pistes d'action pour rebondir. Donc, la première question ou la première partie, c'est pourquoi changer? Premièrement, tout simplement, parce qu'on change. La personne que vous êtes aujourd'hui est définitivement pas la personne que vous étiez il y a 6 mois et la personne que vous étiez il y a 1 an. Et vous savez quoi? Vous allez continuer à changer, à vous développer, et ce, jusqu'à votre mort. on peut dire ça comme ça. Mais ce qui est important aussi de savoir, c'est que plus vous changez, vos besoins et vos attentes face à votre travail évoluent également. Donc, c'est tout à fait normal qu'un même travail ne puisse pas vous satisfaire après un certain temps parce que vos attentes et vos besoins par rapport à ce travail-là ont changé. Si on regarde le graphique ici, ça représente un peu, si on veut, le continuum ou la ligne qu'on suit au fil des ans qu'on travaille. Donc, habituellement, on va à l'école, on a un diplôme et on entre sur le marché du travail. Et à chaque tranche de 5 ans, vos attentes et vos besoins face au travail changent et évoluent. Donc, on dirait que début vingtaine, ce qu'on va surtout voir, c'est que les gens qui sont dans le marché du travail vont vraiment chercher plus à vouloir faire leur place,
à avoir des promotions, à avancer professionnellement, puis à s'assurer qu'ils se sentent utiles dans ce qu'ils font. Lorsqu'on arrive vers la fin trentaine, par contre, il y a un changement qui s'opère et souvent le travailleur va prendre une certaine distance par rapport à son projet professionnel et commencer à se questionner. Souvent, ce qu'il va se demander, c'est est-ce que j'ai fait le bon choix finalement? Puis est-ce que le travail que je suis en train de faire me rejoint réellement dans mes valeurs? Si c'est pas le cas, c'est vraiment là qu'on voit aussi que plusieurs personnes vont faire ce qu'on appelle un changement de carrière ou une réorientation. Une fois qu'on est rendu au début de la cinquantaine, ce qui arrive, c'est que souvent on va commencer de penser à la retraite. Une autre raison aussi pour laquelle on pourrait vouloir changer de travail, c'est tout simplement parce qu'on ne se retrouve pas là où ce qu'on désire être. L'idée ici, c'est qu'on a tous un projet de vie. Certaines personnes sont conscientes de leur projet de vie alors que d'autres le sont pas du tout, mais on possède tous un projet de vie. Et avec son projet de vie vient également son idéal professionnel. Donc, c'est cet idéal-là qu'on possède, c'est l'image du travail qu'on a, dans lequel on va s'accomplir, se réaliser, qu'on va être motivé, qu'on va être stimulé. Et c'est cet idéal-là qui nous guide dans notre recherche d'emploi. La seule chose, c'est que souvent, on n'arrive pas à trouver toujours notre idéal du premier coup. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? On fait des compromis et notre projet de vie devient ce qu'on appelle un projet de survie. Si le compromis est acceptable, on reste dans le travail. On va persévérer. Par contre, si le compromis est pas acceptable ou on fait trop de compromis par rapport au travail, on se retrouve dans ce qu'on appelle un choix aliénant ou un projet de mort. C'est une mort au sens figuré, mais quand même, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est tout simplement le type d'emploi que on veut juste pas faire. C'est à ce moment-là souvent qu'on va voir que les gens vont vouloir changer d'emploi pour se rapprocher justement non seulement de leur idéal professionnel, mais aussi de leur projet de vie. Oups, ça va un peu vite. Une autre raison pour laquelle aussi on peut vouloir changer d'emploi, c'est tout simplement parce qu'on n'est plus en état de continuer. Si vous vous trouvez dans une situation d'épuisement ou d'obsolescence, vous n'avez pas le choix, vous devez changer de travail. Moi, ce que je dis souvent à mes clients en consultation, c'est que le travail, c'est une relation comme n'importe quelle autre relation qu'on vit dans notre vie. Alors, c'est du donnant-donnant. D'un côté, le salarié ou le travailleur donne de son temps, de son énergie, de son savoir, de son expérience, de ses compétences, en retour de quelque chose que le travail lui apporte. Souvent, c'est le salaire. Mais il y a aussi, par exemple, la reconnaissance, la possibilité de développer son autonomie, de travailler sur des projets, de prendre des décisions, et aussi la possibilité de s'accomplir. Sauf que il faut que cet équilibre-là soit respecté afin de pouvoir se maintenir en emploi. Si jamais l'équilibre est brisé, c'est là qu'on se retrouve soit dans un tenir-prise à l'excès ou un lâcher-prise par défaut. Je m'explique. Par exemple, dans une situation d'épuisement, si vous donnez de votre temps puis vous sentez que, en retour, le travail ne vous donne pas de quoi pour que vous soyez satisfait, vous pouvez donc décider de vous investir davantage, de donner plus de votre temps, plus de vos savoirs, plus de votre expérience, plus de votre énergie et vous vous dépensez sans compter jusqu'à ce que vous arrivez à un stade où vous avez plus d'énergie. Souvent, les personnes qui sont perfectionnistes, les personnes qui veulent réussir dans leur travail, qui veulent bien faire leur travail, qui veulent sentir que leur travail fait la différence, s'ils veulent se sentir utiles, vont justement tomber dans cet excès-là. Et là, ce qui arrive après un certain temps, c'est que quand ils sont en congé, tout va bien, mais dès qu'arrive le dimanche soir et qu'ils doivent retourner travailler, découragement, sensation d'étouffement, dégoût, désespoir. Donc, il y a vraiment eu un déséquilibre par rapport au tenir prise. Le contraire est tout aussi vrai. L'obsolescence est un lâcher-prise par défaut. Qu'est-ce qu'on remarque, c'est que le travailleur qui vit l'obsolescence, il s'ennuie.
Il ressent de la frustration puis de la fatigue par rapport à son travail. Il est complètement désintéressé. Il coupe le contact avec ses collègues de travail. Il va s'isoler puis se replier sur soi-même. Il va se contenter tout simplement de faire le strict minimum de ce qu'on lui demande. Et parfois, lorsqu'il y a des possibilités pour lui de travailler sur des projets, de se perfectionner, d'améliorer ses compétences, la personne n'est tout simplement pas motivée ni intéressée. Souvent, ce qu'on remarque, c'est que les personnes qui sont en obsolescence tombent dans une espèce de routine par rapport au travail. Ils s'absentent beaucoup, essayent de profiter au maximum de leur pause, puis les fameux fins de semaine de 3 jours. Vraiment, il n'y a aucune attirance pour le travail. Donc, c'est sûr que si vous vous trouvez dans l'un de ces deux opposés-là, dans l'un de ces deux pôles, vous ne pouvez pas continuer. Vous devez quitter le travail ou sinon trouver une solution au problème, changer quelque chose dans vos conditions de travail, dans vos tâches, dans ce que vous faites, pour que justement vous puissiez garder, retrouver un équilibre puis vous maintenir en emploi. Il y a aussi d'autres signes à considérer que vous devez, qui vous dit aussi que vous devez changer de travail. Si jamais vous vivez de l'insatisfaction, de la frustration, de la démotivation, vous sentez que vous tournez en rond, votre travail vous apporte peu de défis, alors peut-être qu'il est temps de changer de travail. Si vous voyez qu'au niveau des conditions de travail, il y a une détérioration ou que le climat de travail est détendu, il y a eu beaucoup de modifications dans vos tâches puis dans vos responsabilités qui ne vous conviennent pas. Vous manquez de temps et d'énergie pour votre vie personnelle. Je vous en conjure, écoutez les signaux, vous devez changer de travail. Si vous sentez que on reconnaît plus ce que vous faites, vous vous sentez incompétent, vous avez plus envie, là, ça fait plus de sens. Vous levez et allez travailler. Écoutez-vous, c'est la sonnette d'alarme, il faut changer de travail. Donc maintenant qu'on sait pourquoi changer, là moi je pose la question, qu'est-ce qu'on cherche à changer quand on change d'emploi? Ben, c'est une chose changer, mais change quoi exactement? Ben, on pourrait peut-être regarder ou réfléchir en termes de manque. Le travail nous apporte beaucoup d'avantages. Alors, le moindrement qu'un de ces avantages-là sont manquants à nos yeux, ben c'est sûr que ce qu'on veut faire lorsqu'on change de travail, c'est d'aller chercher cet avantage-là, cette retombée-là, dans un autre emploi. Le premier avantage, moi, qui me vient en tête, c'est le salaire, le revenu. Vous pourriez décider de changer de travail parce que le salaire ne vous convient pas. Vous pourriez décider de changer de travail parce que le statut que vous confère le poste que vous occupez ne vous apporte aucune fierté. Alors, vous ne vous sentez pas du tout fier, ça contribue nullement à votre estime de vous-même. Alors, à ce moment-là, vous allez peut-être chercher un travail que vous allez sentir que vous êtes allé beaucoup plus fier d'occuper. Au niveau des relations, si vous vivez des relations difficiles, un climat de travail tendu, vous allez vouloir aller chercher un emploi où ce que justement les relations sont beaucoup plus harmonieuses et meilleures. Si vous n'arrivez pas à vous réaliser, à travailler sur des projets qui vous stimulent, qui vous motivent, à ce moment-là, où ce que vous sentez vraiment que vous êtes satisfait puis que vous vous valorisez en tant que personne, alors peut-être que vous allez vouloir chercher un travail qui vous permet de vivre ça. Au niveau de la gestion du temps, si vous occupez un travail où ce que au niveau de vos horaires, vous avez beaucoup de difficultés à avoir un emploi du temps stable ou qui vous convient, par exemple, vous travaillez à temps partiel, vous travaillez de soir, vous travaillez sur appel, ou encore à chaque semaine, vos horaires changent, fluctuent, ou on vous garantit pas de minimum d'heures. À ce moment-là, ça serait possible que vous décidiez d'aller chercher du travail qui va vous permettre d'avoir un emploi du temps qui vous satisfait davantage. Un autre que je trouve très important, personnellement pour moi le plus important, le sens à la vie. C'est possible que vous ayez un emploi où ce que vous avez un bon salaire, vous êtes très fier de ce travail-là, vous avez des bonnes relations. Au niveau des horaires, vous n'avez rien à dire. Vous travaillez sur des projets intéressants, mais vous ne vous sentez pas utile. C'est-à-dire que
on dirait que ça n'apporte pas de sens à ce que vous faites, à qui vous êtes. À ce moment-là, ben, vous pourriez décider de changer de travail, de tout au tout, juste pour que ce travail-là donne du sens à votre vie. Une autre chose à regarder aussi au travail, c'est la place que le travail occupe dans votre vie. Réfléchissez à votre situation professionnelle. Si je vous demandais sur une échelle de 1 à 10, quelle est la place qu'occupe le travail dans votre vie comparée à vos autres sphères, c'est-à-dire la vie personnelle, la vie familiale et la vie sociale? Le chiffre 1 étant le travail occupe peu de place et le chiffre 10 représente le travail prend toute la place. Quel chiffre metteriez-vous? Et deuxièmement, dans un deuxième temps, est-ce que la place que le travail occupe dans votre vie vous convient? Si vous dites que le travail dans votre vie occupe à peu près 70 à 80% de votre temps, donc un chiffre entre 7 et 8, ça veut dire qu'il ne vous reste qu'entre 20 et 30% pour les autres sphères de votre vie. Votre vie familiale, votre vie sociale, votre vie personnelle, votre vie amoureuse, si vous êtes une femme, votre vie de maman. Il y a un déséquilibre qui se passe. C'est trop, parce que vous n'avez pas de temps pour votre vie personnelle. Donc, la question à vous poser à ce moment-là est, est-ce que j'ai du pouvoir pour modifier la place que prend le travail dans ma vie? Si vous pensez que vous pouvez aller négocier vos conditions de travail avec votre employeur ou encore changer la façon que votre travail est organisé, alors oui, vous avez du pouvoir, allez-y. Par contre, si c'est pas le cas, peut-être que vous devez penser à changer de travail parce que vous êtes dans un état où le travail prend trop de place et ça commence à créer une insatisfaction dans votre vie. Et c'est aussi très important pour négocier la place que le travail doit occuper dans votre vie, vous devez faire exactement le même exercice de l'échelle 1 à 10 pour les sphères de votre vie personnelle, sociale et familiale, amoureuse, et si vous êtes une femme, de maternité, c'est-à-dire quelle place occupent ces sphères-là dans vos vies entre 1 et 10, et est-ce que ça vous convient? Si ça ne vous convient pas, quelle place souhaiteriez-vous qu'elles occupent dans votre vie? Et à ce moment-là, vous allez plus être en mesure de négocier exactement la place que devrait occuper votre travail dans votre vie. Une autre chose très importante. Identifiez vos critères d'insatisfaction. Je pense qu'il n'y a rien de plus pénible que de changer de travail et de se retrouver dans un nouvel emploi pour réaliser que non seulement on n'est pas bien, puis qu'on doit encore changer de travail. Et ça, souvent, ça arrive, c'est parce qu'on n'a pas pu identifier les critères d'insatisfaction par rapport à notre travail. Donc, très important. Qu'est-ce qui vous dérange en ce moment? Est-ce que c'est au niveau du poste que vous occupez, les tâches, les responsabilités, les outils qu'on vous donne pour pouvoir accomplir vos fonctions? Ou est-ce que ça se situe plutôt au niveau des normes et des pratiques de votre organisation, le climat de travail, la culture de l'entreprise, le secteur d'activité dans lequel vous travaillez et les façons de faire qui sont prônées? Ou est-ce que c'est plutôt au niveau des valeurs qu'il y a un conflit? Les valeurs qui sont véhiculées dans la société ou dans le département dans lequel vous travaillez rentrent en conflit avec vos propres valeurs personnelles. Une fois que vous avez identifié les différents critères d'insatisfaction, il est plus facile de regarder maintenant et de porter attention lorsque vous allez commencer à postuler, lorsque vous allez vous rendre en entrevue pour poser des questions adéquates.
Maintenant qu'on sait pourquoi changer, quoi changer, et comme comment qu'on s'y prendre pour justement, quelles sont les étapes pour mettre en place le changement. Bon, à prime abord, ça a l'air pas mal évident. On met son CV à jour, puis après ça, on cherche sur Internet. Pas tout à fait. En fait, moi, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire un bilan de vos compétences. Voyez-vous, à chaque fois que vous travaillez, vous développez de l'expérience de travail. Et cette expérience de travail-là, on pourrait la voir comme étant votre coffre à outils, votre valise. Donc, chaque emploi où ce que vous accumulez de l'expérience, en fait, ce que vous faites, c'est que vous améliorez les compétences que vous possédez et vous en développez des nouvelles. Donc, c'est important que justement, lorsque vous êtes dans un travail puis que vous êtes sur le point de changer, de faire un bilan, justement pour voir quelles sont les ressources que vous possédez maintenant. Et comme nous sommes des êtres qui changeons, c'est ce que je disais un peu plus tôt, vous êtes des personnes qui changent, vous devez tenir compte fort probablement qu'il y a certaines des ressources ou des compétences que vous possédez sur lesquelles vous allez vouloir mettre plus l'emphase ou que vous allez souhaiter plus tenir compte comparé à d'autres. Et voici ce que vous pouvez retrouver dans votre valise. Vos diplômes, vos intérêts, vos valeurs, votre personnalité, vos facteurs de réalité, très important. Si par exemple vous étiez en couple et vous retrouvez famille monoparentale, c'est sûr que vous ne pourrez pas occuper le même type d'emploi avec le même type de conditions que lorsque vous étiez en couple parce que les ressources sont pas les mêmes et votre réalité, elle a changé. De même, si vous êtes un étudiant puis vous travaillez à temps plein, à temps partiel, ou que vous êtes aux études, il y a des changements, il y a des facteurs de réalité auxquels vous devez tenir compte lorsque vous allez vous apprêter à changer d'emploi. Donc, vraiment, le bilan personnel, le bilan de compétences, c'est un excellent exercice à faire et je vous le recommande fortement. Une autre chose que vous pouvez faire qui est très importante, c'est de faire la recherche sur vos valeurs. Identifiez ce qui est important pour vous. Les valeurs demeurent un élément très important qui joue un rôle énormément dans le sentiment de satisfaction au travail. Parce que c'est nos valeurs qui nous guident et qui nous motivent dans nos choix de carrière, dans nos décisions, dans tout ce qu'on fait. Ce sont nos valeurs. Nos valeurs nous définissent et c'est important de les prendre en compte. Heureusement, il existe plusieurs outils pour vous aider à identifier vos valeurs. Moi, je vous en présente un qui s'appelle les encres de carrière de Shine. Alors, cet outil-là sert tout simplement à décrire quelles sont les valeurs les plus importantes et qui nous stimulent dans notre milieu de travail. Il y en a 8 en tout. Le premier, c'est l'encre technique. Donc, ce sont les personnes qui vont être surtout stimulées par le contenu de leur travail, par les possibilités d'avancement qui sont en lien avec leurs connaissances dans leur domaine de spécialité. Habituellement, ces gens-là ne veulent rien savoir de la gestion. Un autre encre, l'encre managériale, c'est surtout pour les personnes qui sont stimulées par la gestion, qui veulent et qui aiment diriger des gens et qui aiment aussi travailler dans des situations de crise puis trouver des solutions, des réponses à des problèmes. Le troisième encre, l'encre d'autonomie, c'est surtout les personnes qui aiment occuper un emploi du temps, un emploi où ce que vraiment ils sont libres, aucune contrainte, ils peuvent décider de leur emploi du temps, puis beaucoup de liberté. Le mot liberté décrit parfaitement l'encre autonomie. L'encre de sécurité, ce sont les personnes pour qui la sécurité d'emploi est très importante. Ce sont des gens qui vont rester longtemps dans le même milieu de travail ou dans la même entreprise. Ce ne sont pas des gens qui aiment voyager dans le cadre de leur travail et ce sont des gens pour qui le respect des règles et des normes de l'entreprise, c'est très important. La cinquième encre, l'encre de créativité, ce n'est pas la créativité artistique, mais plutôt entrepreneuriale. Donc, ce sont les gens qui aiment travailler
sur des projets. Alors, ils s'ennuient facilement. Puis eux autres, vraiment, ce qui les fait triper, c'est de créer, c'est de construire n'importe quoi pourvu que ce soit entièrement le fruit de leurs efforts. Donc, c'est des gens qui aiment créer, puis aller de l'avant, puis démarrer des nouvelles choses, mais ils ont une horreur, la gestion, ils veulent rien savoir de gérer. La sixième encre, ben, ce sont les gens qui sont surtout stimulés par le besoin d'améliorer le monde de quelque façon qu'il soit. Donc, pour eux, ce qui est important, c'est d'aligner leurs activités de travail avec leurs valeurs personnelles, qui, justement, est d'aider la société, les communautés, les individus. Donc, c'est des gens qui vont même parfois mettre de côté leurs compétences pour chercher un travail qui correspond davantage à leurs valeurs. Le septième encre, moi je l'appelle le Rocky Balboa des encres de carrière parce que c'est les personnes qui adorent les défis, mais pas n'importe quoi, pas n'importe quel défi. C'est les défis, les problèmes pratiquement insurmontables, les défis qui comportent des obstacles importants à relever, parce que ces gens-là, eux autres, la carrière, c'est comme un combat. C'est comme un combat de boxe, puis c'est des compétitions, puis il faut absolument gagner. C'est ça qui est plus important pour eux. Ce sont des personnes très indépendantes et également qui peuvent faire preuve d'intolérance envers les gens qui réfléchissent pas puis qui pensent pas comme eux. Donc, c'est quand même des gens qui sont assez en lien avec leur vision des choses. Et pour terminer, la huitième encre, c'est l'encre de qualité de vie. Ça, c'est vraiment pour les gens pour qui la vie professionnelle est importante, mais il faut qu'elles soient en équilibre avec leur vie personnelle. Donc, c'est des personnes qui sont très sensibles à tout ce qui touche les congés parentaux, les congés de maternité, les services à la famille, les garderies. Ils ont vraiment un intérêt marqué pour les entreprises qui démontrent ce type de valeur et qui offrent des programmes axés sur la famille. Donc, lorsqu'on regarde tout ça, vous, quand vous regardez cette liste, prenez quelques instants, regardez cette liste. Quelle encre vous définit le mieux? Dans quelle encre vous reconnaissez-vous le plus? Idéalement, essayez d'identifier un encre. Si c'est pas possible, allez-y pour deux. Maintenant, si vous vous trouvez dans un travail où justement l'encre qui vous définit le plus ou le mieux est complètement absent, il se pourrait que à un moment donné, vous vous retrouviez en solitude de carrière et que vous pensiez sérieusement à changer d'emploi. Alors, maintenant que on sait pourquoi changer, quoi changer, comment s'y prendre pour faire le changement au travail, quels sont les scénarios possibles qui peuvent se présenter à vous suite à une telle réflexion? Il y en a quatre. La première, vous pourriez décider de garder l'emploi que vous occupez et de négocier et faire quelques petits ajustements justement pour que ça corresponde à ce que vous recherchez. La deuxième option, c'est de garder le même métier, la même profession, mais changer d'environnement. Soit vous changez de département, milieu de travail ou tout simplement d'entreprise. Une autre possibilité, ce serait pour vous de vous spécialiser dans un aspect, dans un domaine particulier de votre profession ou de votre travail. Ce serait une façon pour vous de vous recycler ou de mettre à profit vos compétences d'une manière beaucoup plus ciblée et plus pointue. Aussi, ce qui est possible de faire, c'est tout simplement de transférer vos compétences dans un autre domaine. Par exemple, vous êtes une personne, comme par exemple un enseignant, pourrait décider
de prendre toutes ces connaissances en enseignement et de devenir formateur en entreprise. Et la quatrième possibilité ou le quatrième scénario, c'est tout simplement de faire un changement. On change de tout au tout, puis on fait une réorientation. Par contre, lorsqu'on parle de changement, souvent les personnes se sentent comme sur la corde raide parce que justement, on n'aime pas le changement. Alors, quels sont les obstacles que vous pouvez trouver par rapport au changement et qui pourraient justement vous empêcher ou ralentir le passage à l'action? Dans un premier temps, je vous dirais que tout simplement, le besoin, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de changer. Comme je l'ai dit tantôt, si vous avez juste à faire quelques petits ajustements, c'est pas nécessaire de passer vraiment à l'action puis de changer d'emploi. C'est juste une question de négocier, de s'adapter, de changer quelques petites choses dans votre routine et à ce moment-là, votre situation professionnelle pourrait vous convenir et vous seriez satisfait à ce moment-là de votre emploi et de votre travail. Une autre chose qu'on remarque, oups, on est allé un peu trop vite, c'est parfois les gens hésitent à vouloir changer parce que veut pas réfléchir sur sa situation professionnelle. C'est quand même un processus qui est long, puis qui est exigeant parce que vous travaillez sur vous-même. Puis il y a beaucoup de choses à considérer et veut pas, vous pouvez réaliser qu'à un moment donné, vous devez effectuer des changements. Et faire face à l'inconnu, ça fait peur parce qu'on sort de sa zone de confort, on ne se sent pas à l'aise et parfois on peut hésiter entre foncer, aller de l'avant ou tout simplement reculer puis pas changer. Et c'est tout à fait normal, ça fait partie du processus du changement que d'hésiter, de pas être sûr, de se questionner. Ce qui risque d'être dangereux, c'est lorsque vous restez trop longtemps entre est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Si vous hésitez, souvent ce qui arrive, c'est que le temps passe et votre situation professionnelle, elle continue de se détériorer. Donc, les choses vont pas pour le mieux et vous risquez de vous retrouver dans des situations d'obsolescence ou encore d'épuisement professionnel. Un autre obstacle, l'indécision. Alors parfois on fait face à plusieurs options, on ne sait pas quoi faire, on se pose des questions, on est confus, on est mélangé. Et là, avec l'indécision, vient l'anxiété. Encore une fois, c'est tout à fait normal, ça fait partie du processus de changement. On sort de notre zone de confort, plusieurs options s'offrent à nous, on a peur de se tromper et là, on n'ose pas passer à l'action parce que justement, on veut pas se tromper. Mais sachez que, justement, pour faire face à l'anxiété, le meilleur remède, c'est de justement passer à l'action. Prenez une décision et vous allez voir que vos préoccupations, que votre anxiété va diminuer, puis elle pourrait même disparaître. Par contre, il faut faire attention parce qu'il existe deux types d'indécision. On a ce qu'on appelle l'indécision normale, qui, elle, est reliée à une situation précise dans votre vie, peut provenir du fait que vous manquez d'informations sur un sujet. Malgré que vous n'êtes pas certain, vous êtes quand même prêt, vous êtes ouvert à vouloir changer votre situation et vous savez qu'il y a toujours une possibilité de revenir sur votre décision. Donc ça va bien, c'est l'indécision normale qui fait partie du processus de changement. Par contre, il y a ce qu'on appelle aussi l'anxiété désorientante ou l'indécision handicapante. Et celle-là, il faut y faire plus attention parce que, en quelque sorte, elle devient incontrôlable. Souvent, ce qu'on remarque, c'est que les personnes qui sont aux prises avec l'indécision handicapante ou désorientante, ils sont indécis dans plusieurs aspects de leur vie. C'est pas juste par rapport au travail, c'est par rapport à plein de choses dans leur vie. Et souvent, leur anxiété, malheureusement, ne diminue pas. Qu'ils prennent une décision ou pas, l'anxiété reste toujours là parce qu'ils sont incertains, ils sont troublés, ils sont pas sûrs. Souvent, la personne qui vit l'indécision désorientante ou handicapante va éviter justement de prendre des décisions parce qu'elle ne supporte pas de faire face à cette anxiété-là.
Et ce qu'on remarque, c'est que souvent, cette personne-là reste anxieuse de toute façon et elle change toujours d'idée. Alors, si vous vous retrouvez dans une situation comme ça, faites-vous accompagner, allez chercher de l'aide. Souvent, ce qui arrive lorsqu'on est aux prises avec les décisions handicapantes ou désorientantes, on a tellement le nez collé sur notre situation qu'on n'arrive plus à voir l'ensemble du tableau. Alors, quand on parle à quelqu'un ou que quelqu'un nous accompagne, non seulement cette personne-là peut nous aider à nous distancer de notre situation, mais surtout de dédramatiser ce qu'on vit. Et là, à ce moment-là, c'est plus facile de prendre des décisions et ensuite de passer à l'action pour effectuer le changement. D'autres risques à faire attention, la procrastination, aussi le fait de s'impliquer dans plein d'activités pour être super occupé, pour justement pas avoir à réfléchir et prendre une décision. Demander à quelqu'un d'autre de décider à notre place ce qu'on voudrait faire. Exagérer certains éléments de notre décision, c'est-à-dire, souvent ce qui arrive, c'est que lorsque on se limite à certains éléments pour prendre une décision, on rétrécit le choix de nos options possibles. Par exemple, quelqu'un peut arriver puis me dire comme ça, moi, si je trouve pas un travail en communication, ça vaut pas la peine. Donc, il y a une exagération qui a été mise sur le domaine d'emploi dans lequel la personne va exercer un travail. Ou encore, le salaire. En bas de 50 000, je veux rien savoir. Lorsque vous exagérez certains éléments de décision, vous réduisez vos options. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile de vous sortir de votre situation professionnelle inconfortable et de vivre de la satisfaction et le succès de carrière. Donc, faire attention à cela. La dernière chose qu'il faut faire, à laquelle il faut faire attention, c'est justement ne rien faire et remettre la solution au destin, à l'univers, aux puissances extérieures. Ça aussi, ça peut jouer des tours. Parce que parfois, la solution, elle est juste devant vous. C'est juste une question de regarder, puis de réfléchir, faire des choix et peser le pour et le contre pour plusieurs options et aussi au niveau des compromis. Alors maintenant que vous avez fait le point sur votre situation, qu'est-ce qui vous reste à faire? Qu'allez-vous faire maintenant? Quel chemin allez-vous prendre? Comment allez-vous changer votre situation pour pouvoir rebondir? Moi, ce que je vous conseille fortement, c'est de mettre toutes les chances de votre côté. Soyez prêt à faire des compromis. Pardon? Soyez prêt à faire des compromis. Donnez-vous du temps pour réfléchir à vous-même. Dire que vous allez changer de travail du jour au lendemain, comprendre pourquoi vous vous sentez pas bien dans votre travail, c'est un processus qui peut demander du temps, qui peut être long et qui demande énormément d'énergie. Faites-vous confiance, soyez à l'écoute de vous-même, parlez à des personnes de confiance qui peuvent peut-être vous aider à voir certaines perspectives de votre situation à laquelle vous n'aviez pas pensé. Mais vraiment, mettez toutes les chances de votre côté pour que ça réussisse. Aussi, moi, ce que je vous propose, c'est de vraiment travailler sur vos forces, travailler sur vos compétences. Faites-vous confiance, vous êtes capable de régler des problèmes. Écoutez votre voix intérieure, vous connaissez vos forces, vous connaissez vos faiblesses, mettez l'emphase sur ce qui vous ressemble, ce qui va vous permettre de réussir, ce qui va vous permettre d'aller plus loin. Recherchez des défis, n'ayez pas peur des problèmes, ça fait partie du processus de croissance et d'avancement, ça fait partie de la vie. Donc, ayez confiance en vous et si vous sentez que vous n'y arrivez pas, vous avez le droit de demander de l'aide. Demandez à quelqu'un des conseils, parlez avec des gens, avec un adulte, avec vos parents, avec un ami, mais ne restez pas tout seul et surtout, écoutez-vous. Écoutez-vous, puis valorisez vos forces, valorisez votre potentiel.
Aussi, ce qui pourrait vous aider, c'est de vous renseigner, faites des recherches, euh, apprenez sur vous, apprenez qui vous êtes, faites des bilans de compétences pour connaître vos forces, pour connaître aussi vos faiblesses. Faites des réflexions, réfléchissez à ce qui est important pour vous, vos valeurs. Renseignez-vous sur le marché du travail, les types d'emplois qui sont disponibles. Allez dans les écoles, dans les portes ouvertes. Consultez plusieurs sources d'informations, les sites Internet, les organismes, justement, qui sont spécialisés dans l'employabilité. Parlez à des gens qui travaillent dans les métiers, les professions qui vous intéressent. Ce sont les meilleures sources d'informations qui peuvent vraiment vous donner la vraie réalité du milieu de travail, puis que vous puissiez vraiment comprendre comment ça se passe. Puis une fois que vous avez tout recueilli cette information-là, organisez-la, faites des liens, juste pour vous aider à mieux comprendre, à vous faire une tête sur tout ça et vous aider à prendre une décision. Faites attention, il y a des mythes qui peuvent vous jouer des tours. Portez une attention particulière. Vous voulez retourner aux études, ne pensez pas que tout simplement avec un prêt et bourse, tout est beau, vous n'avez pas de problème. Allez chercher plus de sources de financement, que ce soit du love money, c'est-à-dire de l'argent que vos proches peuvent vous prêter en travaillant, en allant chercher des bourses. Très important parce que souvent, j'ai vu des personnes qui voulaient retourner au travail, aux études, pardon, et lorsque les prêts et bourses sont coupés, ils n'ont aucune façon, aucun moyen de financer leurs études et de vivre, et ils sont obligés d'arrêter leur processus, leur projet d'études, leur projet professionnel. Faites attention à cela. Aussi, n'allez pas choisir une profession juste parce qu'il y a des débouchés, mais que vous ne l'aimez pas. Ça, c'est des plans pour vous aligner vers non seulement un changement de carrière un peu plus tard, vivre beaucoup de solitude de carrière, sinon de la souffrance de carrière en termes d'obsolescence ou encore d'épuisement professionnel. Lorsque vous posez des questions, que les gens vous parlent de certains métiers ou de certaines réalités au niveau du travail, allez vérifier l'information. Parfois, les gens nous partagent des informations de bonne foi, vraiment pour nous aider, mais ce ne sont pas des spécialistes ni des experts. Puis parfois, les informations qu'ils peuvent vous donner ne sont pas justes, ou parfois, ils sont même erronées. Donc, toujours aller vérifier les sources d'informations. Assurez-vous que ce qu'on vous a dit, c'est vrai. C'est très bien que la personne vous donne un conseil, vous allez vérifier de votre côté. Et attention aux oui mais. Premièrement, les oui mais, qu'est-ce que ça fait? Vous regardez toujours, vous voyez toujours le verre à moitié vide. Vous regardez toujours les problèmes, le côté négatif des choses. Et ça vous permet pas d'avancer puis de changer votre situation. Alors, faites attention aux oui mais. Il y a toujours un bon et un moins bon côté à toute situation, à toute option, à toute possibilité. Pesez les pour et les contre et voyez quels sont les compromis que vous êtes prêts à faire et à accepter dans chacune des options. Et comme ça, au moins, vous allez élargir vos possibilités et vos champs d'options et de possibles. Utilement, c'est après avoir fait toutes ces choses-là, vous vous questionnez toujours sur votre situation professionnelle, vous savez pas trop comment vous y prendre et vous aimeriez avoir de l'aide. Alors faites-vous accompagner par un conseiller ou une conseillère d'orientation. On est là pour ça. Si vous êtes à l'école, dans un cégep ou dans une université, les services de conseil d'orientation sont gratuits. Aussi, dans les organismes communautaires reliés à l'emploi, il y a des conseils d'orientation qui peuvent vous aider, surtout pour les 18-35 ans. Je pense entre autres au Carrefour Jeunesse Emploi. Allez là. Sinon, si c'est pas possible pour vous, soit parce que vous avez dépassé l'âge des 18-35, ou encore vous n'êtes pas aux études, mais vous avez besoin d'être accompagné, vous pouvez à ce moment-là consulter un conseil d'orientation en pratique privée. Vous pouvez m'appeler moi, me consulter.
allez voir ma page internet au www.sandrachericonseil.com et me fera plaisir de vous accompagner à ce moment-là. Donc, cela termine notre conférence et ce que vous devez retenir, c'est 1. Par rapport à votre situation professionnelle, si vous devez changer, vous devez savoir pourquoi changer et aussi savoir quoi changer, puis comment vous y prendre pour changer. Très important de faire le point sur soi, sur vos faiblesses, sur vos forces, sur vos valeurs, et vous renseigner aussi sur le marché du travail, sur le monde qui vous entoure. C'est des programmes de formation qui s'offrent. Soyez persévérants. C'est pas facile de changer, de faire un bilan, de réfléchir à tout ça, mais ça vaut la peine. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Allez chercher de l'aide dont vous avez besoin. Vous pouvez être accompagné d'un professionnel, vous pouvez être accompagné d'un adulte, d'une personne qui travaille dans le domaine qui vous intéresse, ou simplement une personne proche, un ami en qui vous avez confiance. Sur ce, je vous dis merci, je vous souhaite une bonne mise au point et surtout beaucoup de succès dans votre vie et situation professionnelle. À bientôt.